Alors, je vais enchaîner avec les formats d'entraînement que j'ai pu utiliser pendant les prises en charge à domicile. Alors, donc j'ai pu tester principalement 2 formats d'entraînement. Ce sont 2 formats d'entraînement tirés du haut niveau au départ. Donc, dans un premier temps, le circuit training. Donc, le circuit training, c'est quoi? C'est un enchaînement d'exercices de renforcement musculaire les uns derrière les autres, avec ou sans repos entre les exercices, et qui permet de développer la force et l'endurance. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un circuit training adapté au départ en intégrant des temps de pause entre chaque atelier. Et voilà. Ensuite, l'autre format d'entraînement utilisé, ça a été l'intermittent court, donc soit en marche, soit en vélo, soit en course à pied. Donc comme c'est de l'intervention à domicile, c'est voilà, en fonction du matériel à disposition chez le patient, en fonction de son environnement. Voilà. Et donc l'intermittent court, ça va être une alternance de phases d'effort à haute intensité et de phases de récupération active pour nous. Donc ça, on tient à rester sur des phases de récup actives. Donc on continue de marcher à une allure qui redescend à une allure de confort, voire même en dessous si besoin. J'avais noté des petits trucs en plus. Donc l'effort et la récupération peuvent être de durée égale ou différente, mais dans les 2 cas, elles ne dépassent jamais la minute. Donc ça peut aller de quelques secondes, 10-15 secondes, à 45 secondes. Et donc le fait de rester dans des formats courts, ça va nous permettre de solliciter en plus des fibres lentes qu'on a de toute façon sur un effort continu, les fibres rapides. Donc au niveau musculaire, ça va être super intéressant pour nous. En fait, je crois que j'ai été trop vite. Ouais. Donc l'intérêt de ces formats, ça va être donc des séances qui vont être courtes, efficaces, ludiques et praticables à tout moment avec ou sans matériel. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. On peut réussir à intégrer une séance de 30 minutes facilement dans un emploi du temps dans sa semaine. On cherche à optimiser le temps parce que voilà, quand on a des adultes qui travaillent, réussir à gérer l'emploi du temps et à intégrer ces temps d'activité physique, c'est pas toujours évident. Donc on essaye de faire des séances courtes mais efficaces. Ensuite, on va inciter les patients à la régularité dans leurs activités physiques. Donc on peut leur proposer différentes formes d'entraînement, soit des séances un petit peu plus longues. Donc dans ce cas-là, on va leur proposer 2 à 3 séances par semaine. Et si on est sur des formats plus courts, on peut leur proposer 3 à 5 séances plus courtes. Après, voilà, à eux de moduler aussi en fonction de leur emploi du temps et en fonction de leurs possibilités. Et donc l'intérêt de ces méthodes d'entraînement, donc le circuit training, c'est un entraînement complet où on vient travailler à la fois la force, l'endurance musculaire et le système cardio-respi. On va utiliser, nous, dans nos formats d'entraînement, le temps et non le nombre de répétitions sur les exercices, de façon à ce que le patient ne se retrouve pas en difficulté à un moment donné, parce que lundi, il pouvait être en super forme, et donc, par exemple, en 30 secondes, il a fait 20 squats. Et jeudi, quand je reviens le voir, le patient est un peu plus fatigué, un peu moins en forme. Donc peut-être qu'en 30 secondes, il aura fait 10 squats, mais il aura quand même tenu ces 30 secondes. Et ça va être super important pour qu'il reste dans un climat de confiance pour lui et qu'il reste confortable. C'est vraiment à lui d'adapter le rythme et l'intensité en fonction de la forme du jour. Ensuite, dans notre circuit training, donc on peut intégrer des exercices d'isolation musculaire, des exercices de travail en chaîne, du travail postural, du travail de proprio. On essaye vraiment de faire un circuit en intégrant tout ça. Et puis après, on peut leur proposer des circuits un peu plus à visée cardio, un peu plus à visée proprio. Voilà, c'est aussi en fonction de la demande du patient. Ça peut être différentes formes de proposer. Et donc, pour les circuits, en général, en début de prise en charge, on va leur proposer des circuits de 5-6 exercices. Peut-être qu'au début, ils vont faire 5-6 exercices, ils vont faire qu'un tour de circuit. Et puis par la suite, par exemple, avec Justine, on était sur des circuits de 12 exercices, sans temps de récupération entre les exercices sur la fin. Donc au début, il y avait un petit temps de récup. Et on n'était pas forcément sur du 30-30, elle reprenait quand elle se sentait prête à reprendre, parce qu'il y avait des exercices qui étaient un petit peu plus difficiles que d'autres. Et au niveau de son ressenti. Et donc à la fin, on était sur un circuit training tel qu'il est noté au départ, donc enchaînement des différents exercices, 30 secondes par exercice, on était sur 12 exercices, et elle était capable de faire 3 tours de circuit enchaînés.
Voilà. Pour ce qui est de l'intermittent court, donc nous, on prône l'intermittent court-court. Donc on est plutôt sur du format 20-40 ou 15-30, et donc on double le temps de récupération. Pourquoi ? Parce que c'est facile à tolérer, il n'y a pas de fatigue musculaire, et le fait de doubler le temps de récup, ça permet vraiment aux patients de se retrouver une situation de confort avant de pouvoir enchaîner sur la deuxième accélération pour que cette accélération soit la plus qualitative possible et la plus efficace du coup. Donc cet intermittent court, il permet le développement musculaire car on recrute, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fibres rapides en plus des lentes. Et on cherche surtout à conserver la masse musculaire et la force maximale tout en développant son endurance. Voilà, quand on est confronté à des patients qui ont des IMC assez bas, on ne va pas leur faire une séance d'1 heure en continu parce qu'on va quand même être sur une visée un peu plus renfo, prise de masse que sur de l'endurance pure et dure. Et donc, sur les fins de prise en charge, ce qui était possible, c'était de combiner ces deux formats. Et donc pour ça, je proposais une partie de séance consacrée à de l'intermittent court en marche, en course ou en vélo, et une autre partie, circuit training. Donc ça permet aux patients de voir qu'on peut faire les deux ensemble, et après il peut continuer ses séances d'isolation plus circuit training ou plus intermittent. Et donc ce qu'on cherche à lui montrer, c'est qu'on peut optimiser l'entraînement en combinant les deux. Comment on peut faire évoluer ces formats ? Donc on peut jouer sur l'intensité, on peut jouer sur le rythme. Donc le rythme, ça peut être sur les temps de récupération. On peut jouer sur le nombre de répétitions, donc en diminuant, en augmentant. Ça, c'est de toute façon à réévaluer au jour le jour. C'est à réévaluer en fonction de tous les aléas qui peuvent arriver. Par exemple, une cure qui vient s'intégrer à ça, on va peut-être revoir nos objectifs à la baisse, le temps de la cure, tout en continuant l'activité. Et donc peut-être qu'au lieu de faire du fractionné de l'intermittent pendant 5 minutes, on va le faire pendant 4 minutes ce jour-là, mais il aura quand même fait sa séance d'intermittent. Ensuite, on peut jouer sur les temps de récupération. Donc comme je vous ai dit, le circuit training, supprimer le temps de récupération si le patient est capable d'enchaîner les différents exercices. On peut combiner donc, les deux formats de séance en une seule séance, passer de la marche à la course, comme ce qui a été le cas avec Justine. Et on peut leur proposer des séances plus courtes, mais tout en étant efficaces et qui peuvent reproduire facilement tout seuls. Alors, parmi la trentaine de patients que j'ai pu suivre à domicile, j'en ai sélectionné 10. Alors, c'est les patients chez qui j'ai vu la plus belle évolution. C'est pas forcément, j'ai fait des statistiques par rapport à ces 10 patients, mais pas par rapport à l'ensemble. Donc, c'est des statistiques faussées en quelque sorte, mais ça va permettre quand même de vous donner un ordre d'idée des résultats. Donc parmi ces 10 patients, il y avait 8 mucos non transplantés, âgés entre 20 et 35 ans au moment de la prise en charge. Le suivi a duré pour chacun d'entre eux entre 3 et 6 mois, donc environ 5 mois de prise en charge. Alors le VEMS, sachant que avec les patients, on parle peu de VEMS. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on... Les patients ont tendance toujours à nous dire « Ah, moi, j'aimerais bien améliorer mon VEMS ». Nous, notre discours, ça va être l'objectif, on va essayer déjà de le maintenir. Ça va être un de nos objectifs. Et puis, si on arrive à l'améliorer, c'est que du plus. Mais et du coup, je ne m'étais même pas repenchée forcément sur le VEMS. Et quand j'ai fait les stats, on s'est rendu compte que finalement, c'était bien intéressant de se repencher dessus. Parce qu'avant le début de la prise en charge, les patients donc, que j'ai suivis à domicile avaient entre 29% et 67% de VEMS, donc à peu près 44% de moyenne. Et le test de marche avant la prise en charge, ils étaient à entre 430 mètres et 700 mètres. Et en plus de ça, donc, j'ai sélectionné 2 patientes transplantées. Donc, c'est des patientes que j'ai suivies dans l'année qui a suivi la transplantation. Et donc, elles avaient toutes deux 30 ans et 32 ans au moment du suivi. Et pour une, c'est un suivi qui a duré 3 mois, pour l'autre 5 mois. Et leur VEMS en début de prise en charge, 73% pour l'une, 86% pour l'autre. Et le test de marche, il n'y a qu'une seule patiente sur les 2 qui l'avait fait, donc 535 mètres. Et pour chaque patient, voilà, je vous ai mis des exemples d'objectifs concrets. C'était leurs objectifs au départ. Donc ça pouvait être réintégrer une salle de sport, participer aux Jeux mondiaux des transplantés, courir les 10 km de la course des héros, pouvoir refaire des activités avec mon enfant...
Être en forme pour mon mariage, être plus en forme pour gérer ma classe pour une professeure, partir faire ma dernière année d'études en Espagne, reprendre goût à la vie, terminer mes études, etc. etc. Donc pour ces patients, au niveau des formats d'entraînement utilisés, donc, pour ces 10 patients, il y a eu 160 séances réalisées à domicile avec les patients. Donc 47% des séances ont été sous forme de circuit training. Alors pourquoi autant circuit training? Alors là, il y a quand même toutes les conditions climatiques et environnementales qui rentrent en jeu. Donc les patients en plein cœur de Paris, au moment des pics de pollution, on évite d'aller leur faire les séances d'intermittent en extérieur. C'est pas forcément le plus génial. Et du coup, pour ces patients-là, on peut leur proposer des circuits training à visée plus renfo et des circuits training à visée plus cardio. Après, pour les personnes qui n'ont pas forcément d'espace vert ou d'endroits sympas pour aller marcher ou courir, voilà, on restait en intérieur. Et puis après, vient se poser les problèmes d'oxygène. Donc certains patients qui sont sous oxygène et qui refusent d'aller à l'extérieur. Donc à ce moment-là, on reste à la maison pour faire les séances. Ensuite, 26% des séances ont été faites en intermittent court, donc soit en marche, soit en vélo, soit en course à pied. Et 27% des séances étaient des séances combinées, donc intermittent et circuit training. Voilà, donc les principales séances qui ont été faites, c'est donc du renforcement musculaire sous forme de circuit training, avec intégration d'exercices cardio pour les patients qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas aller en extérieur. Alors, au niveau des résultats, j'ai repris les fameux tests dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, pour ce qui est de la chaise, avant la prise en charge, la moyenne pour ces 10 patients était de 53 secondes tenues en chaise. À la fin de la prise en charge, c'était de 111 secondes, donc 57 secondes de gain à la fin de la prise en charge. En gainage, ils étaient à 63 secondes de moyenne avant, 119 après, donc 56 secondes de gain. Les pompes, alors pour les pompes, ce qui est particulier, c'est que voilà, si les patients avaient fait des pompes debout contre un mur lors de la première séance, à la fin de la prise en charge, on garde les pompes debout contre le mur pour que ce soit bien comparable. Donc 12 pompes avant le début de la prise en charge, 28 à la fin. Et puis pour le test de proprio, droite-gauche, ça se valait à peu près au niveau des résultats, et 49 secondes de tenue, sachant que je les arrête à 1 minute. S'ils tiennent 1 minute, ils peuvent tenir plus. Donc 49 secondes avant la prise en charge et 53 secondes sur la fin de prise en charge. Et du coup, je me suis penchée un petit peu sur les évaluations médicales. Donc le VEMS pour les patients mucos, le VEMS moyen est de 44% avant la prise en charge, il est monté à 53% après la prise en charge, donc il y a eu un gain de 9 points de pourcentage. Et pour les greffés, donc elles étaient à 80% de moyenne au départ, 85 à la fin, donc il y a une augmentation là aussi. Et le test de marche, on distingue une augmentation de 35 mètres sur l'ensemble des patients. Ensuite, pour chaque patient, alors pour certaines patientes, j'ai pu leur proposer les tests directement avant-après, parce qu'on vient de le mettre en place petit à petit pour le test reblochon. Mais pour les autres, c'est moi qui ai été évaluée pour chaque patient, le avant-après, par rapport à mes souvenirs. Et donc, en moyenne, les patients sont passés de 51% de leur capacité de vie, de leur périmètre de vie, avant la prise en charge, à peu près 90% en fin de prise en charge. Et pour autant, le VEMS n'avait pas forcément bougé, mais les patients étaient capables de faire beaucoup plus de choses au quotidien. Donc, et puis ce qui est important, c'est que tous les patients ont atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés, parce que c'était des objectifs réalisables à plus ou moins long terme et qu'on réévalue quand même régulièrement de façon à garder une optique qui permet d'aller vers leurs objectifs. Et donc voilà, donc en conclusion, on peut dire que l'utilisation des formats d'entraînement sont tirés du haut niveau et donc réadaptés à nos patients en fonction de leurs capacités et leurs objectifs. Et ce que l'on a vraiment cherché à faire, c'est leur permettre de faire des séances courtes, ludiques et efficaces, de façon à ce qu'ils puissent les intégrer facilement, les refaire
Et donc l'objectif, c'est quand même l'autonomisation du patient de façon à ce qu'il puisse continuer de pratiquer, même le jour où on ne vient plus chez lui au domicile. Voilà. Et donc, petite question, vous, dans vos CRCM ou dans les centres de réhab, quel format utilisez-vous et pourquoi ? Je voulais juste donner une remarque. Ce qui est étonnant, en fait, dans le test de Reblochon, il s'augmente dans tout le point. Il n'y a aucun domaine. Et à peu près pareil, chaque domaine augmente. Ça, c'est intéressant. On pourrait imaginer, il y a certains domaines qui ne changent rien malgré le sport, mais où tu as choisi les bons domaines peut-être. Mais c'est assez global, je pense. C'est un bon test. Puis, côté psychique, psychologique, je pense que c'est le premier domaine qui monte avant même le côté physique. Oui, et la vie sociale, il y a plein de choses qui peuvent peut-être pas changer dans 3 mois, mais ça semble changer, c'est intéressant. Oui, juste une remarque sur le test Reblochon, il est très intéressant. Vous comptez en faire quelque chose ? Vous publiez Alors, qu'est-ce qu'on compte en faire ? On compte d'abord le partager avec vous tous, parce que on est vraiment... Et Pierre, il mangeait aussi. En fait, à chaque fois qu'on envoie un test Reblochon, on envoie un Reblochon avec. Non, ça, c'est les fabricants de ski qui font ça. On n'avait pas pensé, mais on pourrait le faire. C'est une bonne idée. Non, on compte d'abord le partager avec vous, de manière à l'enrichir. On l'a vraiment construit pour que demain, Justine et les autres se l'approprient, puissent le refaire eux-mêmes. On ne l'a pas construit pour qu'il soit loin de la réalité. Voilà. Donc, on veut l'enrichir, on veut que vous puissiez l'expérimenter, nous faire un retour d'expérience et que ça puisse servir au plus grand nombre. Il est très adapté au coaching à domicile parce qu'il y a cette proximité relationnelle, mais probablement qu'il aura d'autres applications et que c'est vous qui allez nous les faire découvrir, en fait. Voilà. Et peut-être en l'adaptant, il sera intéressant. Mais il est visuel, il est parlant, et puis finalement, c'est ce que les jeunes, c'est ce que les patients veulent. C'est que ce périmètre de vie, ils se maintiennent ou ils se réélargissent. C'est ce qu'ils veulent avant toute chose. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Mélanie, parce que ça a été pas mal de travail d'analyser ces résultats. Ce n'est qu'une primo-analyse, c'est pas une étude scientifique ce qu'elle a présenté, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Et on va faire témoigner une ou deux personnes qui utilisent déjà ces formats d'entraînement. En ce qui concerne les prises en charge, on va dire pilotées par Étoile des Neiges, pour les autres APA qu'on va orienter dans leur contenu de séance, il est vrai qu'aujourd'hui, on utilise presque que les formats qu'on vous a présentés, y compris pour les patients sévères. Alors, Mélanie, elle pourrait donner un exemple pour des patients très sévères qu'elle a eus. Parfois, le circuit training, la première fois, c'est... Ça va être 5-6 exercices et des fois, déjà 20 secondes par exercice, c'est bien. Et puis, il va peut-être leur falloir au début 40 secondes de récup entre les exercices. Voilà. Mais on se rend compte que ça évolue super rapidement. Et puis, pour le patient, c'est quand même c'est facile et c'est parlant, tous ces chiffres. Et il voit son évolution rapidement aussi. Voilà. Pour ce qui est de l'intermittent, alors on ne va pas rentrer dans les questions techniques parce qu'on va le faire cet après-midi sur le terrain, vous allez le vivre et vous pourrez avoir de l'espace pour poser des questions, parce qu'on a des beaux témoignages et puis on a un invité qui va nous amener des éclairages du sport de haut niveau avec Jean, donc il faut qu'on arrive à tout faire, mais simplement sur les intermittents courts, pourquoi on insiste, c'est parce que parfois il y a une propension à utiliser du travail intermittent, donc vite, lent, plus long. Sauf que vous le verrez cet après-midi, vous nous ferez vos retours, on vous fera faire du plus long. C'est extrêmement difficile le travail plus long et c'est normalement un travail qui est dédié au travail de seuil. Pas le premier seuil, le deuxième seuil, le travail de développement. Pour ces patients, on peut très rarement, sauf ceux qui sont très entraînés, être dans ces zones-là. Donc on va essayer de travailler sur d'autres choses. Et parfois l'intermittent court en 20-40 en marche. La première fois que Mélanie le fait avec une patiente peut-être qui a, je ne sais pas, 29% de VMS, ben ça ne dure pas très très longtemps. C'est peut-être 2 séquences de 5 minutes en 20-40 en marche, juste en variant le rythme. Mais c'est un début. Et puis peut-être qu'à la fin du projet, il y aura une évolution majeure. Donc ça peut paraître une adaptation extrême, mais c'est extrêmement intéressant. Et vous verrez cet après-midi, on travaillera la qualité de réalisation avec vous, pour vous montrer comment finalement on rend un 20-40 ou un 15-30
extrêmement efficace. Voilà, juste pour les petits éclairages. Et je vais rajouter juste que pour certains patients avec qui on a commencé sur du 20-40 ou du 15-30, on a pu faire évoluer le programme jusqu'à du 30-30 en course, alors qu'on était parti de la marche au départ. Donc c'était pas gagné d'avance, mais voilà, il y a quand même des belles évolutions possibles tout au long du programme. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe la parole à Justine? Ou est-ce que vous attendez d'être en basket et de souffrir cet après-midi pour les poser? Bon, alors, on va passer la parole à Justine. Donc, je suis très heureuse, comme Nico, qui nous ait rejoints tous les deux. Justine, elle a bientôt 30 ans. Je fais ton attachée de presse 2 minutes. Elle a bientôt 30 ans et on la soutient depuis plus de 15 ans. Donc, on l'a connue plus petite. Elle a le bonheur d'être maman aussi. Et elle va nous amener des éclairages sur plusieurs choses qui ont été dites aujourd'hui. Elle a bénéficié effectivement d'un projet de coaching avec Mélanie sur plusieurs mois. Et elle va nous en parler sur ce que ça l'a amené, sur ce qu'elle a fait, sur ce qui lui a plu. Peut-être des trucs qui ne t'ont pas plu, on ne sait rien, on verra. Elle va nous dire qu'est-ce que ça lui a amené. Elle a également été à Roscoff cet été. C'est pour ça que tout à l'heure, David et Carole vous parlaient de Justine. Elle a également été à Roscoff. Et puis, c'est une sportive depuis longtemps, mais avec des étapes d'évolution de sa maladie qui font qu'elle a essayé de s'accrocher et que voilà, elle va pouvoir nous donner un regard hyper intéressant sur tout ça. Donc effectivement, moi j'ai eu la chance de bénéficier de la prise en charge de Mélanie depuis plus de 6 mois. Et aujourd'hui, le ressenti, qu'il n'y a que du bénéfice. J'avais arrêté l'activité physique complètement depuis la naissance de ma fille, qui a 2 ans et demi aujourd'hui. Donc c'était très compliqué comme activité de maman, la fatigue, l'accumulation, le travail. J'ai jamais arrêté de travailler. L'année dernière, une petite pause un peu par obligation. J'ai jamais voulu ouvrir un peu les yeux sur ma maladie, parce que pour moi, j'ai toujours réussi à accumuler le travail, l'activité physique. Mais après, être maman, c'est autre chose. Et du coup, j'ai décidé l'année dernière, par une grosse chute de mon poids, j'ai perdu 6 kilos. Et du coup, mon état physique était compliqué. Et j'ai accepté, après plusieurs propositions de mon médecin, de partir à Roscoff et de reprendre l'activité physique. Et du coup, Mélanie m'a remis dans le droit chemin grâce à ces programmes vraiment adaptés qui m'ont permis de retrouver du plaisir déjà, de me rendre compte que j'étais capable, chose que l'année dernière, c'était plus possible. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je suis capable de courir, chose qui pour moi était impossible il y a 2 ans. J'ai un objectif pour l'année prochaine, au mois de juin, la 10 km course, la course des héros en 10 km. J'espère pouvoir la tenir. Enfin, en tous les cas, j'ai un programme qui m'attend par Mélanie et je vais le commencer incessamment sous peu parce que maintenant, je sors de réhab, donc je suis en pleine forme avec mes 6 kilos repris en 18 mois, même 7 maintenant, et 5% de VMS récupéré. Donc aujourd'hui, mon état est complètement différent d'il y a 1 an et demi. Donc preuve que le sport, c'est que du bénéfice. Ça me permet dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que m'occuper davantage de ma fille. Et puis, je me suis rendu compte que sur des courtes séances, le bénéfice, il était là, alors que chose, je ne pensais pas du tout. Pour moi, si on faisait des séances de 30 minutes, ça ne servait à rien. Et c'est faux, puisque aujourd'hui, j'arrive à faire des séances de 45 minutes, à peu près 3 fois par semaine, c'est mon objectif. Et en cumulant effectivement le cardio, le circuit training, et les bénéfices, ils sont bel et bien là, en chair et en os. Et surtout en chair. Donc voilà. Je commence les questions. Merci beaucoup, Juju, parce que c'est des témoignages qui sont plus que précieux. Et je pense qu'on peut comme on était un peu dans la technique, et que maintenant tu es une pro de l'entraînement, tu as prévu de coacher ton mari. Parce que, voilà.
Et sa fille, oui. Voilà, ça, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors, petite question sur l'évolution. Comme Mélanie nous a parlé de ces types d'entraînement, est-ce que tu te rappelles de ce que tu faisais au tout début? Est-ce que tu fais maintenant? On a commencé par du 15-30, tranquille. Bon, j'ai toujours quand même plus ou moins pratiqué une activité physique. Certes, j'avais fait une pause, mais bon, je pense que le corps garde quand même au fond de lui des réserves. Et je me suis vite rendu compte que assez rapidement, j'ai retrouvé mes capacités. Donc on a commencé tranquillement par du 15-30. Et aujourd'hui, je suis arrivée à courir 1 minute et 1 minute de récup, voire même plus. Enfin, c'est possible selon mon état de tous les jours. Et puis ma fatigue. Enfin, après, ça s'adapte. Mais effectivement, je me suis rendu compte que rapidement, on pouvait augmenter. Et c'est ce qu'on a fait avec Mélanie. Et là, aujourd'hui, un an plus tard, quasiment, qu'est-ce que toi, tu as gardé? Qu'est-ce que tu fais sans Mélanie, en fait? Aujourd'hui, j'ai gardé... déjà, il y a eu Mélanie, effectivement. Il y a eu Roscoff qui m'a vraiment, vraiment aidée. Parce que 3 semaines de sport intensif, la première semaine, c'était compliqué. Hein. Enfin, voilà, je me suis accrochée. J'étais déjà pas motivée pour y aller. Enfin, voilà. Et du coup... Ils m'ont vraiment secouée et au bout des 3 semaines, je me suis rendu compte que j'étais vraiment capable, et chose que je ne croyais pas du tout, et je me suis rendu compte que vraiment on peut y arriver avec un mental d'acier. Et là, du coup, Roscoff m'a permis de me mettre un défi, la course des héros, et j'y crois, et je vais le faire, mais on verra si j'arrive au bout, mais je le ferai. Donc là, aujourd'hui, 3 fois par semaine, je m'y tiens pour courir. Donc je cumule effectivement le circuit training plus entre 30 et 40 minutes de cardio 3 fois par semaine. Voilà. Pour tous ceux qui veulent se remettre au sport dans la salle, vous pouvez appeler Justine pour vous coacher. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Justine, elle va rester déjeuner un petit peu avec nous, puis après elle va rentrer. Voilà, des questions par rapport à son vécu. Tu les as scotchés, rien dire. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très 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 précieux. Est-ce que Sandra elle veut donner un éclairage, parce que c'est plus Dominique. Alors tu connais moins le dossier de Juju. Alors, si, c'est juste un petit éclairage. Est-ce que quand même ce programme aussi t'a fait bouger tes lignes sur ton organisation de vie, sur ta gestion de semaine? Et qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce que t'as fait bouger par rapport à ça? En fait, je me suis imposé ça dans ma vie, quoi. Enfin, après, on trouve toujours des prétextes. Hein. Enfin, on a tous des activités, hein. On a tous du travail, on a tous des enfants. Enfin, aujourd'hui, elle est plus grande et c'est comme ça. Enfin, 3 fois par semaine, je suis pas là, quoi. Enfin, alors ça dure 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est aussi du temps pour moi, et je me suis rendu compte que il y avait un bénéfice pour toute la famille, enfin, ne serait-ce que pour ma fille, mais aussi pour moi. Et aujourd'hui, le retour que j'en ai, c'est que ça va faire 1 an que j'ai pas été sous antibiotiques par intraveineux, quoi. Donc ça parle, enfin, il n'y a pas à dire. J'ai une question par rapport à ta grossesse. Ça t'a vraiment beaucoup diminué, et enfin, c'est une question. Et comment tu as pu remonter et mêler l'activité physique pendant ta grossesse et après ta grossesse? Alors, pendant ma grossesse, je faisais rien. C'est pas la grossesse. La grossesse en elle-même s'est très bien passée. J'ai pas du tout de soucis, enfin, pas de perte particulière de mes capacités. C'est plus le après, puisque j'ai voulu gérer, comme toute maman, mon enfant. J'ai pas voulu surtout m'arrêter. Je me suis pas écoutée. Et du coup, ça s'est ressenti plutôt 1 an après la naissance de ma fille, parce que l'accumulation de fatigue, et puis voilà, comme tout le monde, enfin, les activités, j'ai pas voulu m'arrêter, j'ai pas voulu prendre le temps de m'écouter et de prendre soin de moi. La fatigue a pris le dessus, mes traitements étaient beaucoup moins bien faits, c'est clair et net. Et du coup, ça s'est ressenti au bout d'1 an, en fait, où là, j'avais perdu beaucoup. Alors, en poids, et ce qui m'a vraiment affaibli, et aussi un petit peu en capacité respiratoire. Mais du coup, l'année dernière, j'ai eu quand même
j'ai eu quand même un flash et je me suis dit, je peux pas me laisser aller et je peux pas pour ma fille me laisser dans cet état. Et donc je me suis secouée par mes médecins. Ils m'ont dit, mais il faut absolument te bouger et reprendre ton activité physique comme je les faisais avant. Sauf que avec un enfant, on se trouve toujours des excuses, quoi. Et là, je me suis dit, maintenant elle est plus grande et pour elle et pour moi, je peux, voilà. Maintenant, c'est dans ma vie, en fait. C'est dans mon quotidien. Il faut que ça fasse partie de notre quotidien à ma famille, quoi. Et maintenant qu'elle marche, tu fais du sport, elle fait du sport avec toi ou Et maintenant qu'elle marche, je vais au parc avec elle. On fait du vélo en famille. Alors bien sûr, c'est pas moi qui l'ai derrière mon dos, hein, c'est encore. Mais on essaye au maximum de faire du sport en famille pour que ça reste un plaisir et qu'elle aussi baigne dedans et qu'elle se rende compte que, ce sera notre quotidien, quoi. Non, elle est trop lourde. Moi j'ai une question sur... donc la question initiale, je t'aurais demandé comment tu as réussi à te motiver à te mettre au sport, tu as plus ou moins répondu. Mais du coup à l'inverse, si avant de voir toi que tes capacités étaient vraiment entamées, entre guillemets, qu'est-ce qui aurait pu te convaincre de te remettre au sport, sachant que tu pensais que c'était fini pour toi le sport? Quand tu nous as dit je pensais parcourir un jour tout ça. Qu'est-ce qui aurait pu te convaincre à part justement d'avoir le flash et de dire bon ouais, là ok, faut que je... Après le plaisir de pratiquer et puis aussi de se rendre compte de nos capacités, de se rendre compte qu'on est capable. C'est pas parce qu'on est malade et qu'on manque de souffle qu'on est capable de rien. Voilà, c'est aussi pour soi se prouver à soi-même qu'on est capable et ça c'est important. Je suis tout à fait d'accord, mais comment on aurait réussi à te faire essayer pour que tu le ressentes? Tu vois ce que je veux dire? Parce que si avant que tu t'aies ce flash de te dire ouais bon là faut que je me reprenne en main, faut que j'y aille. Moi c'est un problème que je rencontre souvent quand je dis aux patients allez faut se remettre au sport, faut reprendre. Quand ils sont hospitalisés entre guillemets c'est facile, ils n'ont pas trop le choix parce que y a un moment donné, nous on va les emmener en réhabilitation et ils vont devoir en faire et sur une courte durée en général c'est vrai qu'ils se disent oui c'est vrai que ça fait du bien. Mais voilà par exemple les patients de consultation, comment on peut entre guillemets les aider à avoir ce petit pic de se dire ouais il faut que j'essaye au moins. Après faut essayer, faut pas se dire faut pas être fermé et après en fait très vite on se rend compte des bénéfices parce que en essayant on se rend compte que c'est possible et puis c'est un cercle vicieux, du coup en pratiquant du sport l'appétit revient et on a envie de plus et voilà après moi j'ai toujours plus ou moins pratiqué le sport en fait, donc ça a été un peu une pause. Et cette pause m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'était primordial. Est-ce que tu crois que si on t'avait proposé plus tôt, avant cette prise de conscience, par exemple, une consultation avec Mélanie, à l'occasion d'une de tes consultations, t'aurais pu t'y mettre plus tôt, c'est-à-dire avant de perdre tes 6 kilos et d'aller moins bien? Non, moi non, parce que j'étais quand même, je suis assez bornée. Et, Non. Et en fait, moi c'est différent parce que pour moi c'est l'élément déclencheur, c'est ma fille. Et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, plus ça allait et j'arrivais de moins en moins à m'occuper d'elle. Donc pour moi c'est ma fille. Après, c'est vrai qu'au fond j'ai quand même toujours eu une activité physique, donc c'est reparti de plus belle. Après, je pense que je l'aurais pas accepté parce que j'ai toujours refusé. Pour compléter ce qui a été dit, je pense que c'est les chiffres en fait qui t'ont fait faire le déclic. Et je pense que pour les autres, ça peut être aussi les chiffres. Ouais. Ouais, mais non, ils attendent. Les chiffres, après, leur montrer que justement, s'ils font pas, ils peuvent descendre. Les chiffres, que ce ça soit veut en tout dire et poids rien dire, ou en parce que, capacité respi. pour vous, des chiffres, pour nous, ça veut tout dire et rien dire, des chiffres. Alors oui, c'est le côté motivant, et en même temps, ça peut être décevant, comme le disait tout à l'heure Mélanie, parce que moi, je suis allée 3 semaines à Roscoff, je suis arrivée avec un VMS à 36, je suis repartie avec 37. Ouais, mais t'avais oui, mais une j'étais qualité déçue. de vie autre. Je me suis dit, en fait, pendant 3 semaines, je me suis donnée. Moi, je m'attendais à arriver aux 40. Peut-être qu'il y avait un autre chiffre qui avait bougé, comme ton mais, poids. Mais voilà, mais derrière, il y avait 3 kilos de plus, et il y avait l'essoufflement, il y a le ressenti, il y a tout ça. Le côté aussi psychologique. Le reblochon, il est bien, en fait. Il est pas mal, le rebloche. Hein. Voilà. Parce que le chiffre, ça parle pas toujours.
Merci beaucoup. Peut-être, si je peux me permettre, par rapport à la question que tu posais, Kaline, c'est vrai que c'est sa motivation finalement. C'est quelque chose, et c'est pour ça que dans l'approche en coaching, il faut trouver ce point d'ancrage pour créer un projet qui va marcher. Et Justine, notre objectif, c'était sa fille avec elle. C'était son objectif. Et dans le test Roblochon, vous le verrez en détail, il y a un curseur. C'est pas nous qui le choisissons, c'est le patient. C'est lui qui choisit son objectif prioritaire. Et c'est un des curseurs. C'est pas nous qui déterminons, c'est à lui de le déterminer. Et bien sûr, c'est celui qui va vouloir faire bouger le plus. Voilà. Et puis l'autre chose, pour répondre à la question, je pense que c'est d'être accompagné. Je pense qu'à partir d'un moment, quand Mélanie est venue chez elle, c'est venu d'une discussion un peu toutes les deux, hein, où je lui ai dit, écoute, pourquoi t'en profites pas, elle est là, elle peut venir, allons-y, ça change tout. Voilà. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer cet accompagnement à domicile et de faire en sorte que vous, tous, si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez pas aller partout, demain vous alliez former des gens pour être votre relais, voilà, ailleurs. Excusez-moi, c'était juste pour compléter par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que par rapport à ta question, pour moi c'est une question d'un point de vue relationnel global, c'est-à-dire par rapport à Justine. Si ça a fonctionné, c'est quand toi, tu avais une envie de, si tu me dis, hein, mais tu es rentré dans un service où tu avais une peur, un déni qui fait que tu étais bloqué. Et que tout simplement, tu es tombé à un moment donné sur des gens qui ont été à l'écoute, qui t'ont reflété ce dont tu avais besoin. Et c'est pour ça que c'est ce que je rejoins ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y a un côté, elle avait envie, mais elle a été bien accompagnée. Et donc, entre guillemets, la clé, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter, il n'y a pas vraiment d'outils typiques. Chacun a son, c'est-à-dire que la forme est différente, mais le fond est le même. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter vraiment à tout le temps entourer le patient, le rassurer et être à l'écoute. Et toujours persévérer. Voilà.